Aurait-on pu sauver la vie de la princesse de Galles si elle avait été transportée à l'hôpital plus rapidement? Le 30 août 1997, le monde entier a été plongé dans le deuil avec la perte tragique de la princesse Diana. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe, la princesse de Galles a été victime d'un accident de voiture. Son compagnon, Dodi Al-Fayed, et le chauffeur du véhicule ont perdu la vie sur le coup. Sa mort soudaine a déclenché une onde de choc à l'échelle mondiale, et alors que les nouvelles provenaient de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, l'attention s'est rapidement tournée vers ceux qui étaient à ses côtés dans ces derniers instants. L'équipe médicale, dirigée par le chirurgien Monsef Daman, s'est retrouvée sous une pression immense alors que les rumeurs et les théories du complot commençaient à se répandre. Le blâme a été injustement dirigé vers les médecins qui avaient pourtant lutté sans relâche pour sauver sa vie. Mais aujourd'hui, le chirurgien qui a tenté de sauver la princesse Diana a brisé le silence, choquant tout le monde. Rejoignez-nous pour découvrir ce qu'il a révélé sur la mort de la princesse Diana et comment cette nuit fatidique s'est déroulée de son point de vue. Avant de vous révéler ce que le chirurgien a dit, revenons sur les événements de cette nuit tragique. Ce qui devait être une journée estivale ordinaire a pris un tournant dramatique. La princesse Diana, accompagnée de Dodi Al-Fayed, terminait un luxueux séjour sur le yacht de Mohamed Al-Fayed, longeant la côte ensoleillée de la Riviera française et italienne. Personne ne se doutait alors que ce moment de sérénité allait se transformer en une nuit catastrophique. Le 30 août 1997, le duo débarque d'un jet privé à l'aéroport du Bourget, Paris. Leur escale à la Ville Lumière n'était qu'une étape avant leur retour à Londres. Le prestigieux hôtel Ritz Paris, propriété de Mohamed Al-Fayed, devait être leur sanctuaire pour la nuit. Mais ce qui devait être une simple nuit de repos s'est transformé en un plan bien intentionné, mais funeste. Dans une tentative de déjouer les paparazzis omniprésents, une voiture leur a été envoyée depuis l'entrée principale du Ritz pour détourner l'attention de la presse, permettant à Diana et Dodi de quitter plus discrètement l'hôtel par la porte arrière. À minuit 20, ils montèrent à bord d'une Mercedes-Benz S280 noire de 1994, qui promettait sécurité mais qui fut vouée à un destin tragique. Avec Henry Paul, le chef adjoint de la sécurité du Ritz, au volant, et le garde du corps Trevor Rhys-Jones à l'avant, ils prirent la route. Aucun des occupants ne portait de ceinture de sécurité, un détail mineur mais aux conséquences majeures. Leur itinéraire, choisi pour minimiser l'exposition, les fit traverser la place de la Concorde et longer les quais de la Seine. Mais à minuit 23, à l'entrée du tunnel du pont de l'Alma, le destin bascula. Henry Paul perdit le contrôle du véhicule en tentant d'éviter une mystérieuse Fiat Uno blanche. La voiture fit une embardée brutale, percutant de plein fouet le 13e pilier du tunnel à une vitesse effrayante de 105 km/h, soit plus du double de la limite légale. L'impact fut dévastateur, la Mercedes tourbillonnant violemment avant de s'écraser contre le mur du tunnel. La scène qui s'ensuivit fut chaotique, les premiers témoins rapportant la vision inquiétante de fumée s'échappant des débris et des photographes, auparavant en poursuite, se ruant maintenant sur les lieux. Initialement, la princesse Diana survécut à cet accident horrible dans le tunnel du pont de l'Alma, déclenchant une course contre la montre frénétique pour sauver sa vie. Les moments qui suivirent furent empreints de chaos mais aussi de précision, reflétant l'urgence de la situation et la réalité sombre qui s'imposait à ceux présents sur les lieux. Parmi les premiers à intervenir, un héros inattendu se manifesta, le docteur Frédéric Maillet, un médecin hors service, qui arriva par hasard sur les lieux. Il fut le premier à prodiguer des soins à Diana. Bien que sans blessure apparente, Diana était en état de choc, à peine consciente, murmurant « Mon Dieu » et plus tard suppliant qu'on la laisse tranquille. La scène était digne d'un film, avec les flashs des appareils photo se mêlant aux gyrophares des véhicules d'urgence, le tout sur fond de nuit parisienne. Les photographes, souvent vilipendés pour leur poursuite incessante de l'image parfaite, réagirent de manière variée. Certains, dans un élan d'humanité trop souvent ignoré, tentèrent de venir en aide, essayant d'ouvrir les portes déformées de la voiture. D'autres, consumés par l'instant, continuèrent de prendre des photos, leurs actions suscitant l'indignation et les représailles des témoins horrifiés. Au milieu de cette agitation, les pompiers et la police arrivèrent à minuit 30, soit environ 10 minutes après l'accident. La police commença à organiser la scène et peu après, une ambulance arriva. L'atmosphère à l'intérieur de l'ambulance était tendue. Diana,
après une brève agitation durant laquelle elle arracha une perfusion, entra en arrêt cardiaque pendant qu'elle était transférée. Le personnel médical, luttant contre la montre, réussit à relancer son cœur avec une réanimation cardio-pulmonaire externe. À 1h18, Diana fut finalement extraite des débris, et à 1h41, l'ambulance partit pour l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où elle arriva à 2h06. À son arrivée, l'équipe médicale se retrouva face à une tâche monumentale, stabiliser Diana, qui souffrait de graves blessures internes, dont un déplacement du cœur et des blessures sévères à la poitrine et aux bras. Malgré leurs efforts épuisants, y compris un massage cardiaque interne, l'état de Diana se détériora. La lutte pour la sauver, marquée par des moments d'espoir fugaces et de revers écrasantes, se termina par sa mort à 4 heures. L'annonce de son décès lors d'une conférence de presse à 6 heures fut un moment sombre et déchirant, marquant la fin d'une icône mondiale. L'accident et sa suite déclenchèrent une période de deuil national, voire mondial. Le Premier ministre français et le ministre de l'Intérieur visitèrent l'hôpital, un geste de solidarité et de respect. Plus tard dans la journée, le prince Charles, ex-mari de Diana, accompagné de ses sœurs, arriva à Paris. Leur visite à l'hôpital, en compagnie du président Jacques Chirac, fut empreinte de chagrin et de gratitude envers les médecins qui avaient lutté vaillamment pour sauver Diana. Le rapatriement de son corps au Royaume-Uni fut une affaire solennelle, marquée par la dignité et une profonde tristesse. Son cercueil, drapé du Royal Standard, fut transféré de la base de la RAF de Northolt à la morgue de Hammersmith et Fulham. L'accident ne mit pas seulement fin à une vie, mais souleva également une multitude de questions et d'enquêtes. Mais nous en reparlerons plus tard. Les détectives français explorèrent toutes les pistes, y compris la mystérieuse Fiat Uno blanche impliquée dans l'incident, mais le conducteur ne fut jamais identifié de manière concluante. L'enquête judiciaire française conclut que l'intoxication et la vitesse excessive du chauffeur Henri Paul étaient les principales causes de l'accident. Vous vous demandez sûrement comment la famille royale a géré les jours tumultueux qui ont suivi la mort tragique de la princesse Diana. Suite à l'accident de voiture à Paris, la réaction de la famille royale britannique fut scrutée et souvent critiquée, alors qu'ils luttaient pour équilibrer les attentes du public avec leur propre chagrin. À l'annonce de l'accident fatal de Diana, le protocole royal s'est mis en marche, bien que d'une manière que beaucoup ont perçue comme froide et détachée. La reine Elisabeth II, alors à Balmoral avec le prince Philippe et ses petits-fils, les princes William et Harry, choisit initialement de protéger ses petits-fils des regards du public. Cette décision, perçue par beaucoup comme un échec à reconnaître publiquement le chagrin écrasant de la nation, peut être attribuée à l'instinct d'une grand-mère cherchant à protéger les siens de la frénésie médiatique. Charles, l'ex-mari de Diana, fut chargé de la lourde tâche d'annoncer la nouvelle à leur fils, alors âgé de 15 et 12 ans. Dans un monde où les devoirs royaux priment souvent sur les sentiments personnels, le rôle de Charles en tant que protecteur et consolateur de ses fils fut un rappel poignant que derrière les titres royaux, ils étaient avant tout une famille en deuil. Tandis que la nouvelle de la mort de Diana se répandait, la douleur du public se manifesta par une mer de fleurs et de tribus devant le palais de Kensington. Malgré cet élan de solidarité publique, le silence initial de la famille royale fut assourdissant. Ce n'est que 5 jours plus tard que la reine revint à Londres depuis Balmoral, modifiant sa position en s'adressant à la nation lors d'une allocution télévisée. Dans ce discours, elle exprima sa peine personnelle, qualifiant Diana de personne remarquable et reconnaissant ses contributions au pays et à la couronne. Le débat sur la question de savoir si Diana devait recevoir des funérailles publiques illustre le conflit entre son statut public de « princesse du peuple » et son statut éloigné de la famille royale. Finalement, la décision fut prise d'organiser une cérémonie publique, reflétant sa place significative dans le cœur de la nation. Les funérailles, tenues à l'abbaye de Westminster le 6 septembre 1997, furent un mélange de faste royale et de chagrin populaire. Parmi les personnalités notables présentes, on retrouvait la première dame des États-Unis, Hillary Clinton, et des célébrités comme Elton John, qui interpréta une version émouvante de « Candle in the Wind », réécrite en l'honneur de Diana. L'un des moments les plus marquants des funérailles fut l'applaudissement qui suivit l'éloge funèbre sincère et critique prononcé par le comte Spencer, frère de Diana. Cet éloge, qui condamnait la presse et critiquait subtilement la famille royale pour leur traitement de Diana, souligna la relation complexe entre Diana et l'institution dont elle avait autrefois fait partie. Suite aux funérailles, Diana fut inhumée à Althorpe,
le domaine familial, lors d'une cérémonie privée. Sa dernière demeure, située sur une île au sein des jardins du domaine, symbolise son isolement de la famille royale et son lien profond avec ses racines ancestrales. Cependant, la mort de la princesse Diana a déclenché une avalanche de théories du complot, mêlant diverses personnes et événements dans un réseau complexe de suspicions et d'intrigues. Au centre de ces théories se trouve Mohamed Al-Fayed, père de Dodi Al-Fayed, qui a péri aux côtés de Diana. Ces affirmations persistantes selon lesquelles le couple aurait été assassiné par les forces de l'establishment britannique ajoutent des couches de mystère à un récit déjà déchirant. Mohamed Al-Fayed, convaincu que son fils et Diana étaient les victimes d'un complot sinistre, développe une théorie digne d'un film d'horreur. Il affirme que la famille royale britannique, ainsi que certains acteurs de l'État, ne pouvaient tolérer l'idée que Diana épouse son fils, un musulman égyptien. Cette union, selon lui, menaçait la pureté supposée de la monarchie, poussant ses puissances à orchestrer leur mort. Les allégations de Mohamed ont maintenu les braises du complot bien vivantes, assurant que l'histoire de cette nuit fatidique continue d'être discutée et débattue dans les forums publics. Ajoutant à ce tissu de conspiration, l'intense examen minutieux de l'équipe médicale qui s'est occupée de Diana cette nuit-là a également alimenté les soupçons. La théorie entourant la mort de la princesse Diana est à la fois dramatique et troublante. Certains théoriciens du complot affirment que la princesse Diana n'a pas été mortellement blessée dans l'accident, mais qu'elle a plutôt été assassinée à l'hôpital. Ils évoquent des supposés retards dans son transport à l'hôpital et les procédures médicales qu'elle a subies, qu'ils considèrent comme des étapes orchestrées dans un complot britannique visant à s'assurer qu'elle ne survive pas. Au centre de cette théorie se trouve le docteur Monfdman, le médecin qui a dirigé l'équipe médicale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Selon ces théoriciens, le retard dans l'acheminement de Diana à l'hôpital était un geste calculé, permettant à son état de s'aggraver, facilitant ainsi la tâche de l'équipe médicale, qui aurait prétendument reçu des directives des services de renseignement britanniques pour sceller son destin. Les accusations vont jusqu'à affirmer que l'équipe médicale aurait administré des traitements incorrects pour accélérer sa disparition. Le docteur Monf a vigoureusement nié ces accusations, insistant sur le dévouement éthique et professionnel avec lequel lui et son équipe ont abordé la situation. Il décrit la pression intense qu'ils ont ressentie en traitant une patiente aussi emblématique, et l'impact émotionnel que sa mort a eu sur lui personnellement. Pour le docteur Monf, cette nuit était consacrée à lutter désespérément pour sauver une vie, non pour y mettre fin. Il affirme que les théories du complot non seulement déforment la vérité, mais déshonorent également les efforts sincères du personnel médical impliqué. Toutes ces théories du complot ont conduit au lancement de l'opération Paget, une enquête détaillée menée par la police métropolitaine britannique sous la direction de Lord John Stevens. Lancée en 2004, cette enquête visait à aborder et à démystifier la myriade de théories du complot entourant la mort prématurée de Diana, princesse de Galles. L'opération Paget a été méticuleusement planifiée et exécutée avec un double objectif, explorer les détails de l'accident et évaluer la réponse médicale qu'a reçue Diana. L'équipe de Lord Stevens a été chargée de sonder en profondeur chaque affirmation, dont beaucoup suggéraient que l'accident n'était pas un accident, mais un acte de jeu déloyal calculé. Ces théories pointaient souvent du doigt la famille royale et les services secrets britanniques, alléguant un complot profondément enraciné. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'une des allégations les plus persistantes était que la mort de Diana avait été orchestrée par le MI6 sur les ordres directs de la famille royale. Cette narrative a gagné en traction en partie à cause de Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi Fayed, qui a également péri dans l'accident. Les affirmations publiques tenaces de Mohamed et ses poursuites légales ont maintenu les théories du complot sous les feux de la rampe, obligeant à une réponse officielle. L'approche de l'opération Paget était exhaustive, impliquant des entretiens avec des témoins clés, des consultations avec des experts dans divers domaines, et un examen approfondi des actions médicales entreprises la nuit de l'accident de Diana. L'équipe d'enquête a examiné chaque élément de la scène de l'accident et les procédures médicales subséquentes. Des experts médico-légaux, dont des pathologistes et des enquêteurs d'accidents de premier plan du TRL, ont été appelés pour fournir des éclairages sur les preuves matérielles et la séquence des événements qui ont conduit à l'issue fatale. L'enquête a également scruté les actions des paparazzi, dont la poursuite incessante du véhicule de Diana a été citée comme un facteur contribuant à l'accident. Cet aspect de l'enquête a exploré la culture médiatique agressive et la pression implacable à laquelle Diana a été confrontée, que beaucoup croyaient avoir joué un rôle dans les événements tragiques.
La réponse médicale que Diana a reçue immédiatement après l'accident a été un autre point focal de l'opération Paget. L'enquête a déterminé que l'équipe médicale française avait agi dans les limites du protocole standard, contrairement aux accusations de retard délibéré. L'enquête a confirmé que les équipes d'urgence avaient donné la priorité à la stabilisation de Diana sur les lieux, une pratique courante en France connue sous le nom de « stay and play », avant de l'amener à l'hôpital. Cette décision a été prise dans le but de maximiser ses chances de survie, compte tenu de la gravité de ses blessures. Les efforts exhaustifs de l'équipe Paget ont abouti à un rapport de 832 pages détaillant les conclusions de leur enquête de 3 ans. Ce rapport, publié au public pour assurer la transparence, a conclu que l'accident était un accident tragique. Il a démystifié les théories du complot en attribuant l'accident à la négligence grossière du conducteur Henry Paul, qui était sous l'influence de l'alcool, et au comportement dangereux des photographes poursuivants. En 2008, une enquête du coroner a confirmé les conclusions de l'opération Paget, jugeant les décès de Diana et de Dodi comme des meurtres illégaux dus aux effets combinés du conducteur en état d'ébriété et des paparazzis. L'enquête a également souligné le fait que Diana ne portait pas de ceinture de sécurité, ce qui a contribué à la gravité de ses blessures. Nous avons mentionné il y a quelque temps le Dr Monfdman lorsque nous avons parlé des théories du complot entourant la mort de Diana. Ce chirurgien qui a essayé de sauver la princesse Diana a récemment rompu le silence et choqué tout le monde. Il a révélé son témoignage de première main sur les événements tragiques qui se sont déroulés lors de la nuit de la mort de la princesse Diana en 1997. Le docteur Monf, qui était l'un des médecins de garde à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, s'est récemment ouvert au Daily Mail. De son point de vue, la nuit avait commencé comme n'importe quel autre dans le service des urgences, jusqu'à ce que l'impensable se produise. La princesse Diana fut amenée, grièvement blessée, après un accident de voiture. Dès son arrivée, vers 2 heures du matin, il était clair pour le docteur Monf et son équipe qu'il faisait face à un défi médical énorme. La princesse avait déjà subi un arrêt cardiaque, et les ambulanciers avaient travaillé fiévreusement sur les lieux pour la stabiliser et s'assurer qu'elle arrive vivante à l'hôpital. À son arrivée, des actions immédiates ont été prises pour évaluer ses blessures par une série de radiographies. Les résultats étaient décourageants, Diana avait subi des hémorragies internes sévères, avec notamment une déchirure significative de la veine pulmonaire gauche, une blessure connue pour sa complexité et son taux de mortalité élevé. Conscient de la gravité de la situation, le docteur Monf a initié une thoracotomie, ouvrant la cavité thoracique pour accéder et tenter de réparer les organes endommagés. Au cours de cette opération à haut risque, le docteur Monf a rencontré une complication inattendue, une déchirure du péricarde, le sac protecteur entourant le cœur. Cette découverte critique indiquait un traumatisme plus grave qu'initialement évalué, compliquant les efforts chirurgicaux. Comme le péricarde aide à maintenir la position et la fonction du cœur, la déchirure avait permis au sang d'inonder la cavité thoracique, exerçant une pression immense sur le cœur de Diana et entravant sa capacité à pomper correctement. Alors que la situation devenait de plus en plus précaire, le docteur Monf a réalisé que l'expertise nécessaire pour gérer un cas aussi complexe dépassait ses compétences. C'est à ce moment critique, vers 2h30 du matin, que le professeur Alain Pavie, un éminent chirurgien cardiothoracique français, fut appelé. Son arrivée apporta une lueur d'espoir alors qu'il évaluait l'état de la princesse et la déplaçait vers une salle d'opération pour une intervention chirurgicale plus intensive. Malgré les efforts extraordinaires du docteur Monf et de son équipe, ainsi que l'expertise du professeur Alain, la gravité des blessures de la princesse Diana s'est finalement avérée insurmontable. Les événements de cette nuit ont laissé une marque indélébile sur le docteur Monf, qui pendant plus de 2 décennies s'est abstenu de discuter publiquement de cette expérience traumatisante jusqu'à son interview récente. Ajoutant à la complexité des événements de cette nuit, les implications de nouvelles rumeurs suggérant l'arrestation possible du prince Charles en lien avec la mort de Diana sont stupéfiantes. Si ces allégations devaient aboutir à des actions légales, les répercussions pourraient être sans précédent, déclenchant potentiellement une crise constitutionnelle au Royaume-Uni et provoquant des ondes de choc dans le monde entier. Des rumeurs circulent depuis longtemps suggérant que le prince Charles aurait pu être impliqué dans un complot autour de la mort de la princesse Diana, le motif étant son désir d'épouser Camilla Parker Bowles. Selon ces affirmations, Charles aurait prétendument vu Diana comme un obstacle à sa relation avec Camilla, et son élimination aurait permis leur mariage. Aussi terrible que cela puisse paraître, rien n'est impossible,
mais revenons à la déclaration choquante du Dr Monfdman. Il a expliqué plus en détail au Daily Mail comment l'équipe médicale, y compris lui-même, a fait face au défi redoutable de tenter de sauver la princesse Diana cette nuit fatidique. Tout a commencé lorsque Diana fut urgemment amenée en salle d'opération, son état se détériorant rapidement en raison d'une hémorragie interne sévère. Le docteur Monf, aux côtés du professeur Alain et d'autres membres de l'équipe, a rapidement évalué ses blessures pour identifier la source du saignement. Après un examen minutieux, ils ont identifié une déchirure significative dans la veine pulmonaire gauche supérieure, un vaisseau critique responsable du transport du sang oxygéné des poumons vers le cœur. Cette blessure n'était pas seulement grave, elle était catastrophique. Le professeur Alain prit la tête, ses mains stables alors qu'il entreprenait la tâche délicate de recoudre la veine déchirée. Le docteur Monf a décrit l'atmosphère dans la salle comme chargée d'une intensité concentrée, chaque instant étant critique. L'équipe chirurgicale comprenait la gravité de la situation, la veine devait être réparée pour avoir une chance de sauver la princesse. Malgré leur précision et les techniques avancées employées, les défis étaient monumentaux. Le cœur de Diana s'était arrêté, un résultat désastreux de ses blessures traumatiques et de la perte massive de sang. Avec la veine finalement sécurisée, la bataille pour ranimer la princesse s'intensifia. Le docteur Monf a rappelé les efforts exhaustifs qui ont suivi. L'équipe a employé tous les moyens disponibles pour redémarrer son cœur, y compris le massage cardiaque manuel, une tentative désespérée de pomper le cœur manuellement et de rétablir la circulation. Les défibrillations ont été essayées à plusieurs reprises, les chocs électriques, habituellement efficaces pour rétablir le rythme cardiaque, cette fois-ci sans succès. Pendant une heure épuisante, la salle était un mélange de commandes rapides, du bip régulier des moniteurs et des visages déterminés de l'équipe médicale. Le docteur Monf lui-même a administré plusieurs séries de médicaments conçus pour redémarrer le cœur de Diana et stabiliser ses signes vitaux, mais à mesure que chaque minute passait, le poids de leurs tâches devenait de plus en plus lourd. La réalisation que leurs efforts pourraient ne pas suffire planait lourdement sur chacun. À 4 heures du matin, la décision difficile a été prise. Après des tentatives continues sans signe de réanimation, l'équipe a cessé ses efforts de réanimation. Le docteur Monf, épuisé et abattu, a échangé un regard de profonde tristesse avec ses collègues. La princesse Diana fut déclarée morte. Ce moment n'était pas seulement une défaite médicale, mais un coup personnel et émotionnel pour chaque membre de l'équipe qui avait mis tout son savoir-faire et son espoir pour sauver une vie qui touchait tant de gens à travers le monde. L'après-coup fut sombre. L'équipe resta silencieuse, processant les événements de la nuit et l'intérêt public écrasant qui ajoutait une couche supplémentaire de pression à leurs tâches déjà difficiles. Le docteur Monf a rappelé le fardeau émotionnel que cela leur a infligé. Ils avaient combattu non seulement pour la vie d'une patiente, mais pour une femme connue et aimée de millions de personnes. La perte fut ressentie non seulement dans cette salle d'opération, mais dans le monde entier. Réfléchissant à cette nuit, le docteur Monf exprima un profond sens des responsabilités et une conscience aiguë des implications mondiales de leurs efforts. Malgré le résultat, il resta convaincu qu'ils avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour sauver la princesse. Que penses-tu de la perspective du docteur Monf sur la mort de la princesse Diana? Fais-le nous savoir dans les commentaires et abonne-toi à notre chaîne pour en savoir plus.